Naviguer dans le dédale des processus d'immigration peut vite devenir un frein à l'embauche des travailleurs étrangers, surtout pour les organisations qui n'ont pas d'expertise en la matière. Vous écoutez Biais d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Alors qu'on vit un manque criant de main-d'œuvre, comment faire pour s'y retrouver et faire le bon choix de visa? Pour répondre à cette question, je reçois Stéphanie Valois, présidente de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, et Aïcha Moussa Ismaël, directrice du CAMI, le Centre d'accompagnement en matière d'immigration chez Desjardins. Également avec nous pour partager leur expérience, j'accueille Erika Laplante et Johanna Couturier, qui sont respectivement directrices principales RH et marketing et directrices vente et bureau de projet chez Usina Code. Cette petite entreprise montréalaise d'une centaine d'employés subit de plein fouet la pénurie de main-d'œuvre dans son domaine d'expertise, les technologies de l'information. Elle s'est tournée vers le recrutement à l'international, notamment en France, lors d'un forum à l'emploi. Bonjour à toutes. Bonjour. Johanna, vous êtes française. Au moment de votre embauche il y a quelques années, vous avez obtenu, grâce à Usina Code, un visa de travail de 2 ans. Lorsqu'il est arrivé à échéance, c'est aussi avec l'aide de votre employeur que vous avez renouvelé ce visa. Tout cela entraîne, on l'imagine, quand même une charge mentale. Vous avez déjà vous-même évoqué une épée de Damoclès quand vous partagez votre expérience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez vécu ces démarches? Alors, j'ai quand même bien vécu la situation. J'ai parlé d'épée de Damoclès dans le sens où on n'a pas de visibilité sur la date à laquelle on va avoir notre visa, la date à laquelle on va pouvoir entreprendre des démarches pour trouver un appartement, pouvoir immigrer et avoir tout notre quotidien en fait qui sera planifié, organisé comme on peut l'avoir dans son pays d'origine. C'est en ça que j'ai pu parler d'épée de Damoclès au moment d'arriver et puis après au moment du renouvellement de visa également pour pouvoir savoir est-ce que c'est OK, il y a toujours une petite incertitude. Incertitude qui génère quoi chez vous comme sentiment? Parce que j'imagine le stress que ça peut avoir. J'ai mentionné un petit peu plus tôt la charge mentale. Comment est-ce que ça se vit humainement parlant? C'est une petite charge mentale qui fait qu'on a des petites routines en fait le matin d'aller checker son courriel, d'aller vérifier sur le portail de l'immigration est-ce qu'il n'y a pas un nouveau message et de rafraîchir les pages plusieurs fois dans la journée en fait en fonction de l'échéance qui avance. Parlant de doute, justement, Erika, vous êtes au sein de cette entreprise Usina Code qui entreprend cette démarche d'immigration pour ces travailleurs étrangers temporaires ou permanents. Comment est-ce qu'une petite entreprise décide de s'embarquer là-dedans? Pourquoi elle le fait? Qu'est-ce qui rentre dans son évaluation des avantages, des inconvénients pour se dire, nous, on va les traiter à l'interne, ces dossiers-là? En fait, en 2019, quand on a décidé de partir en mission à Paris, on se disait, pourquoi pas, on va l'essayer. Je crois qu'on est parti là un petit peu naïvement aussi. Par contre, on faisait face à une très grande pénurie de main-d'œuvre à l'époque. On fait toujours face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Et puis, c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre, puis de la bonne main-d'œuvre aussi. Il y a une limite à ce qu'on peut faire, d'aller chercher des stagiaires, des juniors, de les former. À un moment donné, nous, c'est aussi un pari qu'on avait pris chez Usina Code de dire on va former la relève. Mais pour former la relève, ça prend des seniors pour leur montrer comment faire, où on va les chercher, ces seniors-là. En tant que petite entreprise aussi, c'est difficile de rivaliser contre des grosses entreprises qui ont énormément de moyens, ils ont une grosse machine pour les aider. Donc, nécessairement, il faut trouver des solutions, il faut être créatif. Puis c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans des missions de recrutement au départ. Puis, depuis, on s'est bâti une expérience. Puis, grâce entre guillemets, à la pandémie, je pense que ça a facilité aussi le recrutement à l'international à distance. Depuis 2020, on a recruté des employés qui n'ont jamais vu des gens en personne à qui on n'avait jamais serré la main, puis qui, sur une entrevue de 30 minutes, ont décidé quand même de dire, ça vaut la peine, je prends l'avion, puis je commence ma nouvelle aventure ici. Donc, nécessairement, c'est une façon de se sortir gagnant là, dans un marché qui est très, très, très compétitif, puis qui est en grande pénurie de main-d'œuvre, effectivement. Erika, par rapport à cette planification en amont, qu'est-ce qu'on doit revoir dans les processus administratifs pour faciliter un peu la tâche aux entreprises québécoises qui veulent embaucher à l'international?
ce qu'on pourrait faire pour améliorer, c'est beaucoup d'éducation. C'est sûr que c'est très, très technique, l'immigration. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de s'y intéresser. Dans la panoplie de dossiers RH, par exemple, qu'on a à gérer, souvent, c'est pas nécessairement la priorité. Par contre, si je fais le bilan du nombre de recrutements qu'on a été capable de faire à l'international depuis cette mission-là, je suis obligée d'arriver à la conclusion que ce sont des gens qui sont très compétents. Ce sont des gens qui, souvent, ont anticipé le voyage. Rares sont ceux qui sont jamais venus auparavant, qui s'y sont pas trop préparés. Donc, c'est des gens qui ont envie de s'investir. Puis c'est des gens qui, souvent, vont vouloir rester à très long terme. Donc, ça permet aussi... il y a un gros problème en RH en ce moment de rétention de personnel. Ça répond quand même d'une certaine façon à cet enjeu-là aussi. Stéphanie, vous entendez ça, plus d'éducation à faire en matière de permis de travail. Qu'est-ce qui vous surprend ou peut-être vous conforte dans les témoignages qu'on vient d'écouter? Dans ce cas-ci, ça va bien. Puis en plus, on parle de la France, mais il y a des ambassades. Par exemple, on a entendu beaucoup parler là, des Africains francophones où les délais sont immenses. Là, on parle de 2-3 ans pour un visa de visiteur. Alors, les visas sont trop longs et ça amène beaucoup de stress, beaucoup si l'employeur a besoin d'un employé maintenant, il peut pas attendre 1 an. Il y a besoin de prévisibilité et il y a un manque de transparence, en fait, de la part de l'immigration parce qu'on n'arrive pas à avoir l'information. On n'a personne à qui parler. On sait pas où le dossier est rendu. Et donc, il y a beaucoup de frustration, je pense, de part et d'autre, alors que c'est vraiment un programme qui fonctionne très bien comme votre expérience le démontre. Là. Aïcha, est-ce que cette frustration dont parle Stéphanie, ça se vit sur le terrain? Bien, je vous dirais que nous, chez Desjardins, ça fait plusieurs années qu'on fait des missions de recrutement et justement, on a diversifié les pays où est-ce qu'on va. Donc, Maroc, Tunisie, on a même fait une mission monde en 2022 avec tous les pays non francophones. Donc oui, il y a des délais. Tu sais, la France, c'est très rapide. Maroc, Tunisie, oui, effectivement, Stéphanie, je te rejoins. Les délais peuvent être plus longs. Mais par contre, le fait d'en faire souvent, depuis de nombreuses années, les gestionnaires sont habitués et sont au courant que ton développeur va arriver dans 1 an et que les démarches vont être prises en compte et que tu vas en accueillir un que tu as embauché aussi l'année passée. Donc, oui, les délais sont longs, mais de fait de planifier en amont et on participe à beaucoup de missions. Donc, ça nous aide là, à planifier la main-d'œuvre, surtout dans le secteur des TI. Les gestionnaires sont au courant, habitués à être patients, mettons, parce que leur développeur, par exemple, l'exemple que vous donniez, peut arriver dans 1 an. Mais en attendant, pendant cette durée ils ont d'attente... C'est sûr qu'ils ont d'autres employés. Hein? Donc, chez Desjardins, on a plus de 2000 travailleurs étrangers temporaires dans plein de rôles différents. D'équipes. Okay. Et quand on les sollicite et qu'on va à des missions, donc on leur dit. Donc, on va participer, par exemple, à la mission. Il y en a eu une au mois de juin virtuelle à Paris. Donc, les gens vont rentrer en fonction dans 6 mois. Parce que oui, il y a la réalité des délais des permis, mais il y a aussi les individus. Donc, il y a des individus comme Johanna qui viennent avec des familles, avec des enfants. Des fois, on embauche quelqu'un et la femme est enceinte. Donc, il y a des fois où il y a des ententes aussi avec le gestionnaire en disant, ben, je vais participer, on va faire l'accouchement ici et on va immigrer dans 2-3 ans. Donc, oui, il y a les besoins bien sûr de l'organisation, mais il faut aussi voir les besoins de notre travailleur étranger temporaire. Les gens ne peuvent pas juste déménager quand on reçoit la lettre et qu'on reçoit le visa. Il faut prendre contact avec eux, leur dire, vous avez eu les autorisations pour voyager et il y a un délai pour rentrer dans le pays. Et ce moment-là, c'est un échange qu'on a aussi. Donc, avec le travailleur, toujours pour s'assurer que son arrivée se passe bien et son intégration aussi. Je pense qu'il ne faut pas bousculer les choses. Donc, on a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous là, pour que l'accueil se fasse bien. J'ajouterais peut-être, on parle beaucoup de missions de recrutement à l'international et des travailleurs étrangers temporaires qui sont pas sur le sol canadien et québécois, mais aussi une main-d'œuvre qui est sous-utilisée. C'est aussi tous nos travailleurs qui sont déjà ici. Il y a énormément d'étudiants étrangers dans nos universités qui viennent travailler dans nos centres d'appel, dans nos postes qu'on appelle un peu dans de première ligne, nous, chez Desjardins, qui font le service à la clientèle, dans nos caisses, qui peuvent déjà rentrer et qui restent des employés très fidèles parce qu'ils finissent leurs études et ils vont directement dans leur poste. Mais ça, c'est quelque chose qui est sous-utilisé, selon moi, les travailleurs étrangers qui sont déjà sous le sol canadien-québécois.
Stéphanie, est-ce que tous les statuts migratoires offrent la même possibilité face à l'emploi? En d'autres mots, est-ce que tous les statuts migratoires sont tous égaux? Vraiment pas. En fait, on peut séparer les statuts migratoires en deux. Souvent, on sépare entre statut permanent et statut temporaire. Et on voit clairement qu'il y a un vase communicant entre les deux parce que souvent, les temporaires vont vouloir devenir permanents. Quand on parle de résidents permanents, en fait, ils ont les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Donc, ils peuvent travailler comme n'importe quel Canadien, ils peuvent étudier au même coût. La seule différence, c'est qu'ils ont une obligation de résidence. Ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit au passeport, essentiellement. Et la résidence peut se perdre s'il y a différentes situations, par exemple, si on a une infraction criminelle. Maintenant, si on parle des statuts temporaires, il y a plusieurs catégories de statuts temporaires. Donc, on peut avoir un visiteur, un touriste là, qui vient au Canada pour ses vacances. Mais il y a aussi les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires, puis les étudiants étrangers. Donc, les demandeurs d'asile ont droit à un permis de travail. C'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler avec un employeur qui va bien vouloir les embaucher. Maintenant, les étudiants étrangers ont aussi droit à un permis de travail ouvert. Et les travailleurs étrangers ont souvent un permis de travail fermé, c'est-à-dire qu'ils vont devoir travailler pour l'employeur qui les a embauchés et avec lequel ils ont pu obtenir ce permis de travail. Aïcha, sur le terrain, dans le cadre de votre accompagnement justement au CAMI, qu'est-ce que vous voyez comme différents statuts migratoires et surtout, c'est quoi l'impact de ces différences-là sur l'employeur particulièrement? Je vous dirais que le côté qui est un peu plus restrictif, c'est que quand on a un permis fermé, donc c'est vraiment pour une entité précise chez Desjardins, donc par exemple pour Groupe Technologie Desjardins, sur un poste précis. Donc, mais par contre, on les accompagne lorsqu'ils ont une promotion ou ils changent dans de filiale à obtenir un autre permis dans de travail pour qu'ils puissent aller occuper l'autre fonction. Encore là, c'est encore des échanges entre les gestionnaires, des moments d'attente pour se prêter les ressources. Donc, la ressource veut évoluer et on l'accompagne avec le CAMI pour faire un nouveau permis de travail. C'est sûr que c'est beaucoup plus facilitant lorsque le travailleur étranger temporaire a un permis ouvert parce qu'il peut changer de poste à l'intérieur de notre organisation sans devoir avoir un nouveau permis de travail. Ioana, on a parlé de la période de 2 ans, donc la durée du permis de travail. Vous l'avez vécu, vous avez dû renouveler votre permis de travail. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Est-ce que vous pouvez nous partager des bouts de cette période qui pourrait être stressante ou pas vraiment? Ou vraiment. Oui, alors donc j'ai fait ma demande de résidence permanente et tout ce laps de temps en fait dans les méandres de mon dossier, j'étais effectivement sans visibilité de date à laquelle j'allais obtenir et mon renouvellement de visa et pouvoir prétendre à une résidence permanente. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis en permis fermé et puis mon conjoint est en permis ouvert. Donc ce qui fait que lui était effectivement en statut implicite, lui aussi bloqué, lui aussi avec le même employeur, il avait aucune possibilité de changer. Son statut de permis ouvert devenait comme un permis fermé en fait sur cette période-là. Donc c'est sûr que c'était vraiment une période de stress dans notre famille parce que le manque de visibilité, en fait, en essayant d'obtenir des informations sur une date à laquelle ça allait pouvoir atterrir, on n'en avait pas. La date à laquelle on allait pouvoir faire la suite du processus, on n'en avait pas non plus. Et puis également, durant cette période-là, c'est une période où on ne peut pas, en fait, quitter le Canada. Et évidemment, l'esprit humain est fait de telle manière que c'est toujours le moment où on a envie de sortir du Canada, partir en vacances, rentrer en France, voir sa famille. Et c'est pas possible. Donc c'est tout un tas de contraintes, en fait, qu'il faut aussi prendre en charge et puis prendre sur soi parce que on peut rien y faire à part être patient. Donc, Intéressant. Ce qui me fait penser d'ailleurs, Stéphanie, ou devrais-je plutôt dire Maître Valois, on parle depuis tantôt de permis ouverts et de permis fermés. Quels sont les avantages, vous diriez, de l'un et de l'autre pour les travailleurs étrangers temporaires? Je pense vraiment que ce qui est avantageux d'avoir le permis ouvert, c'est que la personne peut évoluer au sein de l'entreprise comme tu le mentionnais, parce que c'est sûr qu'il y a des entreprises où c'est plus compliqué là, d'avoir de l'accompagnement pour faire changer son permis de travail. Et si on est pris à un poste et on veut avoir une promotion, là, ça peut être compliqué là, de faire le changement du permis de travail pour que soit indiqué ce poste-là si on a un permis de travail fermé. Alors qu'un permis de travail ouvert permet d'être embauché même au sein d'une même compagnie dans différents postes ou d'aller dans une autre succursale ou des trucs comme ça. Alors ça peut être bénéfique.
Erika, question pour terminer. Avec tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez mis en place au sein d'Usine Accode, est-ce que vous referez la même chose? Complètement. Ce sont des beaux dossiers, ce sont des belles histoires aussi de réussite souvent. Puis ça crée une très, très belle diversité aussi dans l'entreprise qui nous sert. Ce sont des travailleurs qui sont qualifiés, qui ont de l'expérience, qui parlent français, qui veulent rester souvent ici de façon permanente. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça vaut vraiment la peine dans la mesure où les gens acceptent de travailler de leur côté aussi, parce que moi, je dis souvent qu'un dossier d'immigration, c'est de responsabilité quand même partagée, parce que ça prend la volonté de l'employé de signer de la paperasse puis d'être à son affaire. Nous, on est là pour les accompagner, pour les suivre, pour les tenir par la main, mais on voit que les gens qui sont réactifs puis qui sont à leur affaire, ça paye très bien. On a eu des permis de travail dans des délais incroyables d'une dizaine de jours, des résidences permanentes en bas d'un an. Donc ça, c'est vraiment super. Puis ça vaut vraiment le coup. On est très, très fiers de ces dossiers-là qui réussissent puis de ces travailleurs-là qui restent chez nous puis qui veulent choisir le Québec pour s'y installer. Merci à Stéphanie Valois, Aïcha Moussa Ismaël, Erika Laplante et Johanna Couturier pour leur expertise ainsi que leur témoignage. Dans notre prochain épisode, nous parlerons avec des expertes en recherche d'emploi pour les personnes immigrantes. Nous rendrons aussi visite à l'organisme Petite Main qui se spécialise dans l'insertion professionnelle des femmes immigrantes. Billet d'entrée est présenté par la Ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah Cherenfant et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.